On entend ce mot aujourd'hui un peu partout. Fascisme. Fascisme. Fasciste. Du fascisme. 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 Mais qu'en est-il vraiment? Et qui sont ceux qu'on appelle les nouveaux fascistes? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la montée des néo-fascismes, ce sont des nouveaux fascismes, et qui sont parfaitement hybrides et qui ne sont surtout pas des copies conformes des années 20. Est-ce que c'est Donald Trump, Elon Musk? Trump, plus qu'un choc politique, c'est un choc du réel. Pour contrôler la perception du réel, donc le nouveau régime de vérité, il faut contrôler les flux. Or, les flux, aujourd'hui, c'est que ses potes. Est-ce que ça se déroule, non pas aux États-Unis, mais plutôt en Chine? Ce que fait Trump, parfois, d'un point de vue très systémique, converge un tout petit peu avec ce que fait le PCC. C'est la question qu'on va se poser avec Asma Mala aujourd'hui. Parce que peut-être que derrière ces nouveaux fascistes se cache en réalité un outil que vous utilisez tous les jours. J'ai pas du tout un problème avec la technique. J'ai un énorme problème avec la façon dont aujourd'hui ils sont gouvernés. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler que cette vidéo et toutes les vidéos qu'on propose sur notre chaîne sont aussi disponibles en format podcast. Je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme de podcast préférée. Bonne vidéo. Donald Trump, symbole ou symptôme? Symptômes. L'intelligence artificielle, arme ou outil? Les deux, mon capitaine, aujourd'hui arme. Le numérique, c'est une utopie ou une prison? Ce fut une utopie, ça devient un enfermement, une prison. La démocratie peut-elle survivre aux réseaux sociaux? La démocratie doit se réinventer si elle veut avoir une chance de continuer d'être le modèle occidental. Elon Musk, visionnaire ou menace? Un peu visionnaire, mais avec beaucoup de limites à ses visions, qui ne sont d'ailleurs pas les siennes forcément, et menace si on ne lui met pas des limites. En tout cas, si on n'équilibre pas nos droits face à sa vision totalitaire ou maximaliste du futur. La Chine, c'est déjà un cyber-État totalitaire? Il y a la tentation, mais comme en Occident du reste, d'avoir une forme de contrôle total des données et donc des populations. Les GAFAM sont plus puissants que les États? D'après moi, c'est en tout cas la nature de mon travail, ce sont des enchevêtrements, des alliances qui sont très mutagènes, qui peuvent être très conflictuelles, mais qui ont, quand elles travaillent avec leur État natif, par exemple leur big state, dans le cas des États-Unis ou de la Chine, qui en tout cas, qui convergent vers l'intérêt supérieur, c'est-à-dire une forme de puissance, plus que de pouvoir d'ailleurs. Donc les géants technologiques américains, typiquement, sont aussi au service de la puissance américaine. Est-ce qu'on vit déjà dans Black Mirror? Il y a des échos, il y a des relents, il y a des signaux faibles. Black Mirror pourrait en effet devenir absolument une réalité, puisque tout ça, c'est un continuum, et que la littérature et l'art, souvent, sont précurseurs pour comprendre ce qui se passe. La technologie n'est jamais neutre? Jamais. Une seule phrase pour décrire le monde numérique actuel? Dans cette vie virtuelle que l'on a construite autour de nous, il n'y a jamais, et c'est une idée à laquelle je tiens, mais il n'y a jamais de dehors. Il n'y a jamais d'extérieur. Il n'y a donc jamais de ligne de fuite possible. Et donc, le réel devient à ce moment-là la fuite possible. Tu parles dans ton bouquin de techno-totalitarisme. On va y revenir sur ce terme. Quel potentiel fascisme qu'il y a aux États-Unis avec la figure de Donald Trump, d'Elon Musk. Je veux citer Giuliano d'Ampoli qui parle de techno-césarisme. Il dit d'abord, il y a le chaos des réseaux sociaux qui sapent de l'intérieur les fondements même des démocraties libérales. Donc le débat sort des règles pour rejoindre ce qu'il appelle, lui, un Somalie numérique, où seules les règles des plateformes dominent. Et alors l'opinion publique devient un assemblage de tribus ennemies, et la conséquence est l'arrivée au pouvoir de leaders extrémistes qui accélèrent donc ce processus-là. Et en fait, la suite de ça, c'est l'adhésion des masses à un nouveau Léviathan, donc pour faire référence au Léviathan de Hobbes, donc la puissance algorithmique qui résoudra tous les problèmes de l'humanité. Et pour cela, il faut que les citoyens se soumettent à un régime de contrôle absolu qui surveille et oriente chacun de leurs mouvements. Ça, c'est ce qui est défini comme le techno-césarisme. Est-ce que aujourd'hui, on vit là-dedans? Est-ce que c'est ça, le techno-césarisme, le techno-totalitarisme aujourd'hui? C'est en tout cas ce que raconte, et en tout cas ce que démontre plus exactement d'ailleurs Cyberpunk, sur la base d'ailleurs de faits réels et avérés. Là, il n'y a absolument pas de complotisme ou de théories bizarres à trouver. Il suffit simplement d'observer les éléments qui sont déjà à l'œuvre. Et en fait, depuis janvier, ou même depuis juillet 2024, et puis après, durant toute la fin de campagne de Donald Trump, et avec celui qui a été en réalité son vrai VP, qui était Elon Musk, et puis quand ils sont arrivés les deux au pouvoir en janvier 25. J'ai utilisé dans le texte le concept de techno-totalitarisme, mais rarement. Je parle du nouveau système totalitaire, en référence d'ailleurs aux travaux de Hannah Arendt. Je l'ai utilisé parce qu'à un moment donné, il fallait que je décrive un peu cette alliance, si tu veux, entre Big Tech et Big State. Mais le préfixe techno, en réalité, moi, me gêne de plus en plus. Pourquoi ? En 2025, ajouter systématiquement le préfixe techno à tout et n'importe quoi supposerait qu'il y aurait tout et n'importe quoi, qu'on pourrait discuter, puis la partie technologique qui serait à part, qui serait désilotée, déconnectée, décorrélée du reste. Or,
c'est donc ne pas bien appréhender, c'est donc ne pas avoir tout à fait bien compris, au-delà du marketing des termes, que tout ça était déjà énervé et qu'il n'y avait pas d'un côté l'ordre technologique et puis en face l'ordre politique ou démocratique. C'est ne pas bien avoir compris qu'aujourd'hui, les infrastructures technologiques, les propriétaires de ces infrastructures technologiques, ces méga-corporations, sont l'ordre politique. Donc, apposer le préfixe techno avant chaque pseudo-néologisme n'a aucun intérêt, je trouve. En tout cas, plus j'avance dans mon travail, plus j'avance dans ma réflexion, plus je trouve qu'il n'a aucun intérêt conceptuel. Aucun. Je suis Asma Mala, politologue, essayiste, spécialiste de géopolitique de la tech et de l'IA, et auteur de 2 livres, Technopolitique en 2024 et Cyberpunk en 2025. J'ai parlé d'un potentiel fascisme aujourd'hui. Est-ce que toi, tu dis qu'il y a un fascisme aujourd'hui, justement, via Donald Trump, Elon Musk? Et est-ce que tu peux expliquer aussi ce que c'est le fascisme, même pour ceux qui nous regardent, peut-être qui ont pas forcément qu'on redéfinisse bien ce que c'est le fascisme, mais pourquoi aujourd'hui on serait dans une ère fasciste aux États-Unis notamment? Alors, et simplement pour rebondir sur le techno-césarisme ou le concept de Giuliano d'Ampoli, ce qu'il pose comme constat, ce que nous sommes en fait nombreux à poser comme constat, est juste. Mais il y a un mais. Il y a 2 mais. Alors, le premier mais, dire, comme souvent, partout, que les réseaux sociaux sont responsables de ci, de ça, etc., que l'IA est responsable de ci, de ça et là, c'est-à-dire en gros de l'effondrement du système démocratique, de la fin du système, de cette forme de stagnation généralisée, qui est d'ailleurs la rhétorique d'un Peter Thiel, par exemple. Peter Thiel ou Elon Musk, et les accélérationnistes en général, sont obsédés par l'idée de la stagnation. On y reviendra, parce que ça, c'est un point qui est très, très important. Mais non, les plateformes, les infrastructures civilisationnelles dont on parle sont en train de reconfigurer autre chose, mais c'est trop facile de penser, je trouve, que c'est trop flemmard et trop facile de dire que c'est la faute des réseaux sociaux. Elles ont une économie de l'attention et de l'engagement qui est absolument délétère, problématique. Là, vous avez de la littérature ad nauseum sur ces questions-là. Mais il ne faut pas oublier de pointer nos responsabilités. S'il y a de la colère, s'il y a une soif de revanche d'une partie de nos concitoyens, y compris en France et en Europe, s'il y a une recrudescence des idées, disons, de revanche, de colère, fascisante, pas fascisante, peu importe. Mais ça ne vient pas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont apparus il y a une vingtaine d'années. En réalité, on est en train de payer plus de 40 ans, en fait, de désindustrialisation, de déconnexion progressive des élites politiques ou des responsables politiques de leur base et des peuples. Et donc, il ne faut pas toujours en permanence se dédouaner sur la technique. La technique... Les réseaux sociaux seraient qu'un outil parmi d'autres et la conséquence les réseaux sociaux ont énormément, par leur gouvernance, disons, ont énormément amplifié. D'un point de vue d'ailleurs très artificiel, les enjeux de polarisation, l'insulte, la pulsion, les pulsions permanentes. C'est-à-dire que c'est vraiment le règne du réflexe et des enfermements cognitifs. Ça, c'est une vérité. D'ailleurs, c'est Tim Berners-Lee qui, un des premiers, le disait, en parlant de toutes ces apps et notamment des réseaux sociaux, d'enclosure moderne. Vous tournez en rond sur vous-même, en réalité, là-dedans. Et au meilleur des cas, vous allez déverser votre frustration, votre rage, votre jalousie, votre malveillance, votre haine, votre tristesse, votre colère, mais que des trucs négatifs sur les autres. Bon. Mais cette colère-là, que tu dis, qu'elle est déjà là. Bien sûr qu'elle est déjà là, bien sûr. Et là, que les réseaux exactement. sociaux se font la caisse de résonance. Et l'amplification, et parfois même une amplification idéologique. On le voit avec X et Elon Musk, par exemple. Donc là où il y a vraiment une volonté politique de visibiliser des contenus, d'invisibiliser d'autres, etc. Donc là, ça devient d'ailleurs, j'appelle ça, dans Cyberpunk, des technologies. Moi, je ne parle pratiquement plus de réseaux sociaux, d'IA. Ce sont des technologies de masse. Au sens où on pouvait l'entendre, c'est-à-dire on va travailler la masse pour des enjeux de propagande, d'embrigadement, de constitution de milices numériques, etc.
dont d'ailleurs j'ai été moi-même l'objet. C'est-à-dire que si vous ne dites pas les choses comme il faut dans le rang, tout de suite vous prenez 48 heures de raid tranquillement, de façon extrêmement coordonnée sur les canaux typiques, Telegram, etc. Et pas que des trolls, c'est bien ça le problème du reste. C'est pas ceux qui organisent et coordonnent des raids aujourd'hui, c'est pas Bernard Michu, je ne sais où. Donc il faut des gens organisés, bien sûr, avec des vraies intentions de destruction de l'autre. Donc ça, ce sont des technologies de masse qui, évidemment, ont aujourd'hui une portée politique très forte. Et dans Cyberpunk, je reprends même les travaux d'un sociologue américain qui s'appelle Saul Alinsky, qui, en fait, au début du XXe siècle aux États-Unis, essayait de comprendre comment est-ce que, justement, la société civile pouvait, ou les minorités au sein de la société civile pouvaient s'organiser pour organiser la revendication de leurs droits. Les minorités, c'était à l'époque les homosexuels, les noirs, les femmes, essentiellement. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui de voir que l'organisation des réseaux sociaux au sens très large, c'est-à-dire les réseaux sociaux, plus toute la galaxie des podcasteurs, plus la génération de contenu industrialisé par l'IA à telle ou telle fin idéologique, aujourd'hui, constitue une autre forme, plus négative d'ailleurs, de community organizing. C'est comment est-ce qu'on va organiser la coordination communautaire de communautés, d'hommes, de citoyens, de je ne sais quoi, et on va les structurer comme ça aujourd'hui à travers ces outils-là. Ou en tout cas ces espaces-là. Donc, je ne dis pas, pour terminer sur cette question, mais qui est très importante, je ne dis pas qu'il n'y a aucune responsabilité, elle est énorme au contraire, mais il y a bien des visions politiques derrière, des visions politiques derrière. Mais je dis aussi que c'est trop facile de dire qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire que ceux qui viennent aujourd'hui, qui apparaissent aujourd'hui... Que les réseaux sociaux ? Oui. C'est facile de dire qu'il y a que les réseaux Bien sociaux. sûr. Ceux qui apparaissent aujourd'hui, les leaders des magos populistes, autoritaires, qui ont le vent en poupe partout, il y a une étude qui est sortie, ou en tout cas qui est sortie il n'y a pas longtemps, sur les jeunes Français qui plébiscitaient le retour des hommes forts et qui admiraient Poutine. Ça dit quelque chose. Et la question que l'on doit se poser collectivement, c'est où est-ce qu'on a foiré ? Qu'est-ce qu'on a foiré ? Et c'est trop facile de dire, c'est Facebook. Ou c'est les trolls russes qui... Bien sûr, ça l'est, mais ça l'est sur la dernière partie, quand ça a été trop tard, en fait. Ils ont soufflé sur des braises, mais qui étaient là. Donc, ça suppose une espèce de remise en question de nous-mêmes, de qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a foiré, qu'est-ce qu'on peut réparer pour construire quelque chose de beaucoup plus inclusif. Et ça, c'est majeur parce que ça fait la jonction entre le problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la montée des néo-fascismes, ce sont des nouveaux fascismes, et qui sont parfaitement hybrides et qui ne sont surtout pas des copies conformes des années 20. Et ça, c'est aussi l'erreur, je trouve, que l'on fait. Je peux me tromper, je ne crois pas. Je crois que l'erreur qu'on fait, c'est de penser que c'est la ressucée de Mussolini dans les années 20. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas du tout l'imaginaire de Trump. Je posais la question du fascisme. Alors, et le fascisme. Expliquer le fascisme et dire pourquoi aujourd'hui il y aurait du fascisme. Le fascisme, je pense que je vais reprendre la façon dont Paxton le définissait. Paxton, c'est le grand historien de l'école dite générique, chez les historiens, donc celle qui estime qu'il y a potentiellement une essence dans le fascisme, d'accord ? Et que ce n'est pas simplement un moment circonscrit de l'histoire qui était les années 20-30 de l'Europe de l'époque. Et qu'il y a donc une possibilité de voir ce processus se remettre en place dans d'autres circonstances historiques. Par exemple, pourquoi pas la nôtre. Je vous arrête un instant, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'elle vous intéresse, pensez bien à laisser un commentaire. Pour l'algorithme, c'est toujours utile pour nous, ça permet de pousser la visibilité de la vidéo. Je vous laisse. Ce que Paxton décrit, c'est plusieurs choses. Alors, il y a les marqueurs d'abord. Les marqueurs d'une idéologie fasciste qui n'est surtout pas le totalitarisme. Enfin, en tout cas, moi, je fais partie de l'école qui fait la distinction entre fascisme et totalitarisme, et ce n'est pas la même chose. Le nazisme et le stalinisme, par exemple, sont des totalitarismes. Le fascisme italien est un fascisme qui, d'ailleurs, va donner son nom à ce Mais un fascisme peut devenir totalitaire. Et un fascisme, le nazisme a commencé comme un fascisme et est devenu totalitaire. Et après, j'expliquerai pourquoi je parle davantage de totalitarisme plutôt que exactement de fascisme. Mais donc, le processus, disons, de fascisation d'un État ou d'une nation s'opère en général, d'après Paxton en tout cas, en 5 grandes étapes. Donc, vous avez au départ la constitution du mouvement. On va commencer à capter les colères.
Ça commence par un mouvement populiste ou démago, d'ailleurs. On va capter la voix dite du peuple sur la peur viscérale, je crois que c'est ça, en fait, le point commun, du déclassement. Ce sentiment que on a assisté à quelque chose, qu'on possédait un rythme de vie, un train de vie, un certain confort matériel, l'accès à un certain nombre de services, de loisirs, bref, qui est la promesse, en fait, aujourd'hui du libéralisme ou de l'hyperlibéralisme occidental. Et en fait, on a une partie croissante de la population qui se trouve déclassée, avec un sentiment de ne pas être écouté, d'avoir sa dignité qui est entrechoquée. Donc ça, les fascistes vont aller chercher ce sentiment-là. Bien sûr, le fascisme, et ça provient souvent après une crise. Et nous, on a eu la nôtre. Et les États-Unis ont eu la leur. Et c'est 2008, c'est la crise des subprimes, en fait. Et c'est à partir de là, je crois que ça va un peu commencer à devenir très problématique. 2008, puis après, on va avoir quand même le Covid qui va arriver, puis la guerre d'Ukraine. Donc, on va avoir un certain nombre comme ça de chocs systémiques, si vous voulez, qu'on n'arrive jamais à régler. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, c'est de colmater, de faire du damage control. Quand vous ne réparez pas, quand vous ne guérissez pas une maladie ou une plaie, c'est que votre microbe est toujours là, le virus est toujours là. Et donc, ne soyons pas étonnés. Derrière, moi, c'est ça qui m'étonne. Ce qui m'étonne, c'est l'étonnement en permanence. Donc, je continue. Paxton met 5 étapes. Constitution du mouvement, et c'est l'émergence de la figure populiste, quelle qu'elle soit, toujours extrêmement charismatique, et c'est là où vont intervenir les marqueurs qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est souvent un discours qui va être nationaliste, pseudo-patriote, mais souvent les nationalistes sont d'accord entre eux, indépendamment d'ailleurs des patriotismes, et ça c'est une vraie différence qu'on souligne pas assez. Mais donc vous allez avoir un marqueur nationaliste, suprémaciste, xénophobe. Il y a toujours la figure d'un bouc émissaire qu'on va aller taper. À partir de là, va aussi se constituer la rhétorique, davantage d'ailleurs dans le nazisme, et qu'on retrouve d'ailleurs chez Trump, de l'ennemi intérieur. Et ça, c'est Carl Schmitt, le juriste du Troisième Reich, qui va le théoriser. L'ennemi intérieur. L'ennemi n'est pas un adversaire. Un adversaire, il se combat par les idées. Et on le respecte. Et on n'a pas l'ambition de le détruire. L'ennemi est un ennemi objectif, d'après Schmitt, est un ennemi donc existentiel qu'il faut annuler, détruire. Et ça participe aussi de la banalisation de la violence. Elle devient justifiée. Elle est justifiée parce que ça devient tout d'un coup, dans la construction de la rhétorique, ça devient un enjeu existentiel, un enjeu de survie. C'est lui ou moi. C'est comme ça qu'ils construisent. C'est exactement ce qu'on voit avec Trump, avec les aliens, les déportations, les étrangers, la drogue, ce discours absolument apocalyptique, qui d'ailleurs procède de l'apocalypse au sens biblique du terme. Et donc, vous avez la rhétorique de l'ennemi intérieur, vous avez aussi la constitution très vite d'un parti, et c'est là où il y a une énorme différence avec aujourd'hui, un parti unique, ce que l'on n'a pas aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Trump continue à procéder dans le cadre démocratique. Et donc, constitution du mouvement, vous allez innerver le débat public, les langages, le mot, la rhétorique, conquête du pouvoir. Vous allez donc, troisième étape, conquérir le pouvoir. Installation au pouvoir. Ça, c'est ce que fait Trump aujourd'hui, par exemple, si on devait faire un parallèle historique. Et puis après, il y a plusieurs issues possibles sur la cinquième étape. Soit vous allez avoir une vraie résistance des peuples. À un moment donné, il y a un backlash et ça finit dans la violence, mais il y a une résistance à ça. Soit vous avez une institutionnalisation et une banalisation du pouvoir fasciste et ou, s'il va très très loin et qu'il dérive, totalitaire. Donc en fait, ça fonctionne. Le fascisme n'est pas un concept, n'est pas une insulte, d'abord. C'est quelque chose qu'on étudie, qu'il faut définir, on vient de le faire, et qui est une réponse. Qui est une réponse, à un moment donné, à un énorme malaise démocratique, à quelque chose que l'on n'a pas réussi à résoudre ensemble. Et ça, c'est Foucault et même Umberto Eco qui vont d'ailleurs aller dans ce sens en disant, mais en fait, le fascisme est co-substantiel au capitalisme. Parce qu'à chaque fois que l'on va, ou en tout cas à l'ultra-capitalisme libéral. Certains disent que le fascisme même est une réaction à un capitalisme qui serait en danger et qui fait tout pour se sauver et donc met en place des processus politiques pour rester et survivre. Bien sûr. Et c'est le cas aujourd'hui, ça ? C'est absolument le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, tu me posais la question de Trump est-il un symptôme ou
ou un symbole. C'est un symptôme. C'est l'irruption de cette colère d'un système qui a besoin de se renouveler, de se régénérer. Et donc, en fait, on installe ça. Mais ce qui est très intéressant dans le Trumpisme aujourd'hui, c'est qu'il a des marqueurs qu'on peut retrouver dans les années 20. Donc, c'est la figure du bouc émissaire, c'est le discours nationaliste très fort, c'est la rhétorique de l'ennemi intérieur. Ça, c'est des choses qu'on retrouve. En revanche, il n'y a pas de parti unique aux États-Unis. On sort d'un week-end quand même, au moment où on tourne, on sort d'un très long week-end de manifestations aux États-Unis, le No Kings Rally, tous les rallyes pas de roi aux États-Unis. Ils n'ont pas été, je crois, raflés. Donc, c'est très étonnant ce qui est en train de se passer aux États-Unis parce que je crois que c'est une forme parfaitement nouvelle, postmoderne, hybride, et qui ne va pas souffrir un parallèle historique pur et parfait. Et d'ailleurs, c'est pour une raison très simple, c'est que l'histoire ne se répète jamais de la même façon. Jamais. On dit qu'elle rime, mais qu'elle ne se ressemble pas. Et ça, c'est Marx qui le disait. La première fois, c'est un accident. La deuxième fois, c'est une farce. Et qu'est-ce que Trump, si ce n'est une méga farce? Mais là, c'est vraiment pour faire un bon mot. La vérité, c'est qu'il est beaucoup plus sérieux que ce qu'on croit. Mais en tout cas, moi, je le trouve beaucoup plus sérieux que ce qu'on pourrait en dire. Mais sur la partie vraiment idéologique, il n'a pas d'idéologie très stable. J'allais dire Elon Musk, Donald Trump. C'est-à-dire que c'est très liquide. D'ailleurs, c'est une des spécificités aussi, d'après Paxson, du fascisme italien. C'est qu'il a les marqueurs, nationalisme, xénophobie, etc. Sûr. Mais en réalité, c'est aussi, il est très opportuniste. C'est-à-dire qu'en fonction de la circonstance, du besoin, etc., vous allez adapter votre discours. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez Trump. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la colonne, il n'y a pas aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est-à-dire dans notre époque à nous, en 2025, on n'a plus de grands récits. À l'époque, il faut savoir que Mussolini, ce qu'il pouvait les idéologies de l'époque, c'était le socialisme, puis le communisme, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de grands récits fondateurs, on n'a pas de grands textes fondateurs, on n'a pas de grands intellectuels fondateurs, on n'a pas de Marx, on n'a rien. On n'a pas de... On a des micro-récits storytellés sur les réseaux sociaux. On a du spectacle. On n'a plus de culture politique. Est-ce que c'est ça que tu dirais, qu'il n'y a plus de culture politique on aujourd'hui? On n'a plus vraiment... En réalité, qu'est-ce qui aurait... On n'a plus réellement d'idéologie. Qu'est-ce qui explique ça? Beaucoup de choses. Ce qui explique ça, c'est d'abord quelque chose de très historique. C'est la fin de l'histoire Fukuyama. Alors, ça a été extrêmement décrié. Mais la guerre froide, c'était une confrontation idéologique entre deux visions du monde. Deux qui vraiment se confrontaient. Et la question était, mais laquelle va gagner? Puis, à la fin, il y a eu la chute du mur de Berlin. Et c'est finalement le modèle dit libéral occidental qui va gagner. Mais gagner pas pour longtemps, en réalité. Donc, Fukuyama pense que c'est la fin de l'histoire à comprendre comme... Eh bien, c'est notre modèle qui va aujourd'hui être dominant et donc il n'y aura plus de confrontation idéologique. On connaît la suite et elle est écrite à l'avance, mais en fait, il va se tromper. Mais il va se tromper, oui et non. C'est-à-dire qu'il se trompe dans le côté, il n'y a plus de conflictualité, c'est la Pax Americana et c'est l'ordre libéral américain et occidental qui va dominer le monde puisque c'est lui qui gagne à la suite de la guerre froide. Mais il va pas tout à fait se tromper dans le sens où il n'y a plus aujourd'hui, en effet, de confrontation idéologique. Et même si tu voulais aller sur une confrontation idéologique Chine-États-Unis, il y en a de très nombreuses, mais en réalité, si on enlève le folklore, si on enlève le bruit, si tu mets de côté le vacarme, si tu mets de côté tes présupposés et toutes les hypothèses de départ et tout ce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu penses et qu'il fallait que tu crois, la vérité, c'est que je trouve que ce que fait Trump, parfois, d'un point de vue très systémique, converge un tout petit peu avec ce que fait le PCC. L'homogénéisation de la population, par exemple. Quand Trump va avoir un discours sur, tu sais, les masculinistes, sur le retour aux valeurs très conservatrices, avec une espèce de retour des années 50, mais même sur la chasse aux sorcières, par exemple, de cette époque-là, en ajoutant, parce que l'imaginaire de Trump, c'est pas du tout les années 20 européennes, c'est pas ça son imaginaire. Et d'ailleurs, il n'y fait jamais référence. Son imaginaire à lui, c'est plutôt le Gilded Age, c'est McKinley, puis après, ça va être beaucoup Reagan, et ça, il vient davantage de là, Donald Trump. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'aller-retour, d'ailleurs,
dans les années 20 entre les fascismes européens et les États-Unis, avec Ford, etc. Donc indirectement, si. Mais quand il a tout ce discours du common sense, du retour du bon sens, avec les femmes qui doivent, le retour du socle familial, de la structure et de la cellule familiale, avec refaire des enfants, donc avec si possible les femmes qui retournent à la maison pour enfanter, parce que par ailleurs il y a un enjeu démographique de fait, si on le lit du point de vue de la puissance de l'Empire américain, et si on continue à l'écouter et on comprend qu'ils sont en train de rebâtir l'Empire américain par la technologie, les gigafactories et tout ça, c'est des industries extrêmement matérielles, très concrètes. C'est pas dans le cloud et je ne sais quoi. Et même le cloud est une hyper-industrie avec des hyperscalers, etc. Donc, ils sont en train de rebâtir ou de régénérer l'Empire américain par l'industrie ou l'hyper-industrie technologique. Et donc, les hommes doivent bien retourner travailler. Et dans cette vision trumpiste des choses, je trouve que ça converge un tout petit peu avec la remise en ordre de marche de l'Empire américain contre l'Empire chinois. Pour revenir sur la notion de totalitarisme et de fascisme, justement, aujourd'hui, est-ce que c'est Trump l'artisan du totalitarisme américain? Alors, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler exactement. Ou est-ce que c'est d'autres artisans comme Elon Musk, cité Peter Thiel, qui ont une vision, eux, pour le coup, une idéologie beaucoup plus claire et beaucoup plus limpide que Trump, mais je te laisse l'expliquer. Et est-ce que c'est eux les artisans de ce totalitarisme-là? Alors, il y a deux choses. Il y a l'alliance Big Tech, Big State, bon, ça, on en a parlé, donc, qui a eu comme forme et format l'alliance Trump-Musk. Et puis après, ils se sont disputés, et puis après, ils se sont un tout petit peu rabibochés, mais restant froids. Bon, mais ce faisant, tout ça, c'est de l'anecdote pour occuper pour occuper les esprits. La vérité, c'est que ça ne change strictement rien au système. C'est-à-dire, c'est un léviathan à deux têtes. Et moi, depuis Technopolitique, je travaille la figure de Hobbes et de ce nouveau léviathan sous stéroïdes, d'une certaine façon, que l'histoire, de très court terme, ne fait que confirmer. Et donc ça, c'est l'alliance. Mais dans cette alliance, chacun va avoir sa partition. Ce que je dis, c'est que Trump, qui va être éphémère, au fond. Enfin, Trump ne va pas, et le Trumpisme, je ne crois pas qu'ils vont durer très très longtemps, mais comme n'importe quel, disons, parti, courant politique, etc. En revanche, donc Trump, j'ai appelé ça du fascisme simulacre. Il reprend un certain nombre de codes du fascisme historique, italien, classique, des années 20, ça c'est vrai. On les a évoqués, les critères. N'empêche qu'il ne s'y réfère jamais. Il est autoréférent. Et il l'hybride. Ce n'est pas exactement la même nature de fascisme. Il continue à opérer dans un cadre démocratique, il l'évite, il le neutralise, il passe à travers. D'ailleurs, c'est une forme de post-légalisme. Moi, je parle de post-law politique. Mais est-ce que le véritable danger, du coup, c'est pas les big tech? Voilà. Elon Musk. Voilà, exactement. Mais j'ai quand même besoin d'expliquer l'articulation entre les deux, sinon, parce qu'elle est là. Mais il y a des choses, disons, qui sont conjoncturel, j'ai envie de dire. Je crois que le fascisme simulacre est plutôt je suis pas sûre que ça va être. Disons que d'un point de vue politique, il se combat. Il se combat comme n'importe quel, disons, parti politique ayant des idées un peu rances et qu'on aimerait combattre potentiellement. Donc ou auquel on voudrait adhérer du reste. Après, chacun choisit sa crèmerie, mais du point de vue, disons, de la théorie politique, moi, je pose l'idée du fascisme simulacre. Il y a beaucoup de différences avec les années 20. Et puis, il opère dans un autre moment, c'est-à-dire dans un moment où il n'y a plus de récit fondateur. Donc, en fait, il se réfère à pas grand-chose, en réalité. Et il n'a pas réellement d'ennemis, il n'a pas réellement d'idéologie contre laquelle se battre. Donc, en fait, il tourne un peu sur lui-même, ce fascisme simulacre. Mais pourquoi je ne parle pas de simulation? Et ça, c'est dans la grille de lecture de Baudrillard. Je ne parle pas de simulation parce que pour autant, il a des effets très concrets, très réels. Quand on déporte des gens, quand on kidnappe des gens, ICE, avec les étrangers, quand on interdit des mots, quand on interdit des programmes de recherche, ou quand on cut les fonds pour des programmes de recherche, quand on lance des procès bâillons, quand on persécute ou quand on promet la persécution à des ennemis politiques, ça c'est très concret.
Donc, il y a cette hybridité où il joue dans une zone grise. En fait, c'est un patchwork de beaucoup de choses. C'est très intéressant à notre époque, et je terminerai après sur Trump, mais elle est très intéressante parce que chacun y va de son petit parallèle historique. Ça c'est ah tiens, il a sorti telle communication, tiens, il est nazi. Il a sorti telle communication, ah bah attends, ça c'est le Moyen Âge. Il a sorti telle communication, ah, bah attends, ça c'est le gaming, c'est le jeu de je sais pas quoi. Ah non, mais là c'est l'iconographie de je sais plus. Et donc en fait, on s'y perd parce que c'est ne pas comprendre qu'il est un patchwork. En fait, il arrive à un moment de l'histoire 2025 Trump où il récupère tous ses référentiels, tous ses imaginaires, et il en fait du pick and choose. Donc ça peut être le messianisme, ça peut être l'apocalypse, ça peut être les évangélistes chrétiens, ça peut être des codes fascistes, ça peut être parfois des symboles nazis, ça peut être demain, tiens, un truc qu'on a trouvé dans la littérature de science-fiction adorée par ses potes de la Silicon Valley, notamment beaucoup de Tolkien, et il joue avec tous ces codes. C'est un patchwork de beaucoup de choses. Mais ce qui compte à la fin, c'est pas tellement ça. Ce qui compte à la fin, c'est qu'en fait, il développe et il installe un nouveau régime de vérité, le nouveau, dominant, le sien, son récit, et qu'il a compris quelque chose, c'était la saturation cognitive. Bien sûr, c'est le Steve Bannon qui explique Float the Zone. Exactement, et il le fait très très bien. Il fonctionne par saturation. Et il a compris autre chose, d'où son alliance notamment avec Elon Musk, etc. C'est qu'aujourd'hui, celui qui veut développer ou contrôler le réel, Trump, plus qu'un choc politique, c'est un choc du réel. Donc, pour contrôler la perception du réel, donc le nouveau régime de vérité, il faut contrôler les flux, la tuyauterie, les flux. Or, les flux, aujourd'hui, c'est que ses potes. Donc, ça va être Zuckerberg, ça va être Musk, etc. Et donc, en fait, c'est très malin parce que la nouvelle souveraineté, aujourd'hui, elle est pratiquement une souveraineté d'infrastructure cognitive. C'est une souveraineté idéologique, donc cognitive. C'est ceux qui vont vraiment travailler ces infrastructures-là. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, elles ont fait allégeance à Donald Trump. Et donc, c'est comme ça que, si vous voulez, on quadrille l'espace public, le débat public et donc les imaginaires. Et c'est comme ça aussi qu'il arrive à mettre en place une forme de déréalisation. Je parlais du choc du réel. Oui, bien sûr. Là, il crée une hyper-réalité. Et qui décide parce que tu me disais que Trump n'a pas d'idéologie, n'a pas de fondement clair. Mais est-ce que c'est ceux qui ont fait allégeance à Trump qui décident? Je reviens là-dessus parce que je trouve l'exemple de Peter Thiel qui est intéressant. Lui a toute une idéologie, une vision, une vraie vision sur ce que devrait être l'homme, l'humanité. Même Elon Musk aussi en disant voilà, il faut qu'on atteigne le niveau des machines et qu'on devienne quasiment des machines. Est-ce que c'est cette idéologie-là en réalité qui est derrière, alors Trump l'affiche pas, mais qui est derrière et qui va aspirer en réalité la politique américaine? En fait, c'est vraiment, il faut comprendre ça comme des alliances d'intérêts qui convergent ou qui divergent selon le sujet du moment. Donc, si Trump est un fascisme simulacre qui aujourd'hui qui détient le pouvoir aux États-Unis, c'est lui qui détient le pouvoir. Pour autant, il ne détient pas la puissance tout à fait américaine. Le pouvoir n'est pas puissance. Et ça, je reprends cette distinction des travaux de Raymond Aron, par exemple, mais qui est très intéressante pour comprendre justement comment est-ce qu'aujourd'hui Big Tech et Big State travaillent ou se coopèrent ensemble, d'une certaine façon. Donc le pouvoir, c'est l'appareil d'État, c'est l'administration, c'est la mise au pas de la justice, c'est le post-légalisme, mais c'est aussi un post-libéralisme. Les grands marqueurs de Donald Trump, c'est la post-law. C'est vraiment, on n'est plus dans la légalité, ou en tout cas le droit semble en permanence, et en tout cas il gouverne à travers la loi. C'est assez intéressant d'ailleurs d'analyser ça. Et puis, il est post-libéral. Ce n'est plus du tout aujourd'hui du libéralisme. C'est un capitalisme d'État, népotique, corrompu, arbitraire, etc. C'est pas exactement ça, le marché libéral, ou le libéralisme économique. Donc, en fait, il est l'antithèse de tout ça. Ça, c'est pour Trump. Mais ce qui est très intéressant et qui est, d'après moi, beaucoup plus structurel dans le temps, c'est en effet, tu as raison, ce que vont amener les géants technologiques qui ont fait allégeance à Donald Trump et qui ont une convergence même idéologique, disons, ou philosophique plus exactement, avec Donald Trump. Mais est-ce qu'ils ne voient pas juste en fait dans Donald Trump leurs intérêts en disant de toute manière, lui il s'en fiche, il va nous laisser tranquille et donc on va faire arrêter allégeance parce que de toute manière il va nous laisser tranquille pour justement après prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, et le véritable totalitarisme viendrait de ces géants de la tech. En fait, il faut distinguer qui sont les géants de la tech. Si on prend les méta-plateformes initiales, les fameuses GAMAM de l'époque, les Google, Amazon, Microsoft, Apple, etc., elles étaient en première ligne le 25 janvier, le jour de l'investiture.
elle, oui, je crois que globalement, c'est de l'opportunisme business assez pur. Moi, je pense à ceux qui ont une vision. Parce que, Attends, mais exactement, mais par rapport non, mais oui, mais parce que c'est dans le sens de ta question. Oui, bien Donc sûr. ça, ceux-là, ils s'acoquinent avec, je pense, potentiellement n'importe qui. Bon. D'ailleurs, c'était intéressant de voir comment Zuckerberg avait tourné sa veste du jour au lendemain. Non, mais c'est symptomatique de ça. Et d'ailleurs, on retrouve exactement les mêmes, enfin, pas exactement d'ailleurs, mais les mêmes mécanismes de collaboration, d'une certaine façon, pareil, sous l'Italie fasciste, etc. Bon. Après, il y a les autres. Celles qui vont nous intéresser, je crois, davantage aujourd'hui, c'est X-Corp de Elon Musk, c'est Palantir avec Peter Thiel qui est derrière, qui en a été fondateur, et aussi OpenAI avec Sam Altman, ChatGPT, qui a notamment ChatGPT, qui est très intéressant parce qu'eux ne font pas que du business, ils ont aussi un socle philosophique, en tout cas une vision du monde, qui est plus ou moins mûre, plus ou moins claire. Ça ne constitue, à mon sens, toujours pas exactement une idéologie. Pourquoi ? Une idéologie, c'est une idée qui fait absolument système. Aujourd'hui, quand on les lit, celui qui est le plus avancé dans sa vision du monde, c'est Peter Thiel, mais ces idées, en réalité, si on est un peu rigoureux, elles font toujours pas système. C'est-à-dire comment est-ce que toute une société fonctionne à travers ce corpus idéologique, comme était le communisme, le libéralisme, le capitalisme ou le communisme. Il a quand même la vision de se dire l'idéal, c'est d'avoir un saint algorithme qui gère tout de A à Z. Oui, mais ça ne nous répond n'aurons pas qu'à écouter le saint algorithme. Oui, mais ça ne fait pas système, ça. Parce que ça n'explique pas comment les gens vont vivre quand il n'y aura plus de job avec l'IA, parce que c'est sa vision. Comment est-ce que tu assures des revenus pour tout le monde ? L'IA aura la réponse pour lui. Oui, mais ça fait pas système. C'est-à-dire que tu n'as pas une réponse aujourd'hui politique, programmatique et donc idéologique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bribes, que ce n'est pas qu'il n'y a pas une volonté de construire quelque chose. Aujourd'hui, disons qu'il n'a pas encore, il n'y a pas de texte fondateur de Peter Thiel sur le thilisme. Voilà mon idéologie, voilà comment elle fait système. Le capital, il n'a pas écrit l'équivalent du Capital de Marx, pas encore. Donc, ça ne fait toujours pas système. Mais ça, pardon, mais je reviens toujours à la question des définitions pour qu'on soit un tout petit peu, disons, qu'on suive le fil. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une philosophie du monde du futur extrêmement claire. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'en a pas une. Il en a une qui est même potentiellement dangereuse. Dangereuse d'un point de vue déjà intellectuel, parce que toutes les références qu'il brasse, René Girard, Carl Schmitt, etc., soit il les manipule, soit il en fait des contresens, soit il les prend à bon compte quand c'est des philosophies nazies, donc celles de Carl Schmitt. Donc c'est un peu problématique parce que ces textes et ces prises de parole doivent être absolument questionnés pour comprendre ce qu'il essaye de dire. Ça, c'est la première chose. Par ailleurs, il a énormément de paradoxes et de contradictions. C'est-à-dire que lui, dans ses dernières sorties publiques, il a très très peur du totalitarisme, et c'est le mot qu'il utilise d'ailleurs. J'avais écrit Cyberpunk bien avant. Mais il ne parle jamais de fascisme, il parle de totalitarisme. Et lui, il a peur du totalitarisme chinois. Mais comprenez bien que c'est pas de la Chine qu'il a peur. Il a peur, lui, de perdre la suprématie, la capacité à, d'une certaine façon, façonner le futur ordre mondial. C'est un peu ça, ce dont il a peur. Et en ce moment même, il donne une série de conférences dans le monde autour de la figure de l'antéchrist. Mais l'antéchrist dans l'esprit de Peter Thiel, c'est pas la figure biblique. C'est dans sa compréhension, dans son appréhension de l'antéchrist, ce serait cette potentielle instance internationale de régulation, de réglementation de l'IA. Et donc, il lui mettrait des limites. Et puis, il a aussi beaucoup d'autres paradoxes. Par exemple, il avait expliqué dans un très long et très intéressant entretien au New York Times il y a quelques mois de ça, il expliquait qu'il était très embêté, très soucieux de cette question de la stagnation, c'est-à-dire notre système que lui appelle démocratie, qui n'est en fait pas la démocratie, mais il fait des confusions de définition sciemment ou pas, j'en sais rien, mais il dit qu'en fait, toujours est-il, notre système est arrivé à stagnation et que donc nous n'avions pas réussi, et il a raison d'ailleurs sur ce point-là, il a raison de le dire, nous n'avons pas réussi à régler les grandes problématiques de notre civilisation. Les enjeux d'éducation, de santé publique, il parle beaucoup des épidémies, du cancer, etc. La question climatique, quoique lui, il est extrêmement climato-sceptique. Mais il est vrai que factuellement, nous n'avons pas réussi. Et ce serait, nous pouvons aussi formuler le constat d'échec. Mais là où il y a un problème dans son raisonnement, c'est que celui qui a les milliards et celui qui a les technologies qui auraient pu être mises au service du bien commun, de l'intérêt général, du progrès de la science, de la connaissance, lui, il ne parle que de progrès technologique, il ne parle jamais du progrès
des autres formes de progrès. Et pourtant, c'est bien lui un des propriétaires de ces technologies-là. Donc, où était-il? Et où est-ce que pendant ce temps-là, il a investi? Il n'a investi que dans des boîtes qui avaient pour velléité la surveillance généralisée, la captation des datas à des fins d'ailleurs régaliennes, de surveillance, de défense, etc. C'est ce que fait Palantir. Et c'est ce que fait donc Palantir, à la tête de laquelle il y a Alex Karp qui lui-même se radicalise de jour en jour. Mais c'est intéressant de voir que Palantir, par exemple, aujourd'hui, après l'arrivée de Trump, c'est Palantir qui va récupérer d'autres contrats, en plus des existants, auprès du Pentagone, auprès du DOGE, mais aussi auprès de l'ICE. Et donc, vous voyez comment tout ça... Et d'ailleurs, il y a eu un décret entre-temps, de la part de Trump, qui aspire à désiloter les datas. C'est-à-dire que les données, aujourd'hui, peuvent être des citoyens américains, et plus d'ailleurs. Oui, bien sûr, croisables. Vont être dans un même centre de données Absolument. Qui va être exploité par Palantir. Exactement. Donc pendant qu'il se plaint publiquement on n'a pas trouvé des vaccins et des machins, le gars, il investit dans quoi en fait? Il travaille sur quoi? Il travaille sur les enjeux de surveillance et d'algorithmisation et de mécanisation de l'État. Et une des choses très intéressantes de Trump, Musk et tout ça, c'est qu'en fait, ils ont monté dès janvier 25 une nouvelle théorie de l'État, l'État total, minimal. Mais est-ce que, et ça, t'en parles dans ton livre, est-ce que finalement, ce serait pas une bonne chose de se dire, on optimise, on peut optimiser parce qu'on a la technologie pour... Pourquoi c'est mal en réalité? Le Dodge qui avait voulu faire Donald Trump avec Elon Musk, pourquoi c'est mal de réunir tout ça et pourquoi c'est d'optimiser tout ça? Parce que déjà, moi, mon travail, et une grande partie de mon travail, c'est de déconstruire les récits pour essayer de comprendre l'arnaque qui est derrière et qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter. Il n'y a peut-être pas tout le temps une arnaque. Il y en a quand même énormément, mais j'arrive à la démonstration. J'ai consacré un chapitre. Mais... je sais, c'est pour ça que je fais l'action et je fais exprès. Mais moi, je suis toujours un peu méfiante des promesses un peu rapides. Genre, la grande promesse, c'est l'efficience. Mais je la trouve très dangereuse pour nous. Mais j'arrive. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Mais la question de la nouvelle théorie de l'État avec le Doge, c'était de dire, et c'était ça la promesse, et tu as raison, c'est de dire, on va rendre l'État beaucoup plus efficace. Donc, on va casser tous les coûts redondants, les doublons, tout ce qui sert à rien, etc. Et on va rendre le truc efficace. Et sur le principe, vu juste comme ça, why not? Pourquoi pas? Oui. Et nous-mêmes, d'ailleurs, en France, on pourrait d'ailleurs s'en inspirer. L'État un peu obèse et qui devient donc inefficace. Utiliser la technologie à bon escient et se dire, on peut en profiter. Le problème. Et là, on arrive au problème. Donc, sur le papier, on achète. Pourquoi pas? Le problème, c'est que l'efficience n'est que le slogan marketing de quelque chose de beaucoup plus brutal qui serait même une forme de darwinisme, en réalité. C'est... On va garder qui? Selon quels critères? Pourquoi faire? En fait, c'est assez mal comprendre ce qu'est un État. Un État ou un appareil d'État, ça doit faire fonctionner une nation entière, mais ça doit aussi faire fonctionner quoi? Nos services publics, donc nos droits. Oui, nos droits. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans la vision, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis d'ailleurs avec Doge, il y a eu beaucoup d'erreurs dans les lignes de code. Et d'ailleurs, à la première conférence de presse que Donald Trump va donner avec Elon Musk, je crois en février 25 de mémoire, vous savez, tu sais, c'est l'image moi que j'ai trouvée absolument iconique, symbolique. Elon Musk dans le bureau de la Maison-Blanche avec sa casquette. À côté de Donald Trump. Et tu sais, donc c'est vraiment le CEO et son CTO, quoi, mais littéralement, de la première puissance donc mondiale. Le PDG et le CTO, le directeur technique de l'entreprise. Exactement. Donc on retrouve aujourd'hui dans toutes les structures des grosses boîtes, etc. Donc en fait, tu as 2 milliardaires à la tête de la première puissance mondiale, ce qui commence à devenir interpellant. Donc ils ne font plus de politique, ça devient une anti-politique par définition. Et ensuite, ils sont en train de mettre à sac l'État américain. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas optimiser, bien sûr que oui. Mais la façon dont c'était, la brutalité, la rapidité, le niveau d'erreur, l'arbitraire, l'impossibilité pratiquement de faire recours, parce qu'en face, t'as quoi? T'as plus rien en fait. L'intérêt d'une démocratie ou d'un état de droit, c'est d'avoir des recours quand vous faites l'objet d'une faute, d'une erreur, de quelque chose qui contrevient à vos droits. Mais on parlait tout à l'heure des populistes, c'est quelque chose qui revient souvent. Et par ailleurs, c'est la surveillance généralisée. Oui, mais c'est quelque chose qui revient souvent, c'est de se dire, l'État est tellement lent, il y a tellement une bureaucratie infernale qu'on n'arrivera jamais à dépasser,
que ce qu'a fait Milei en Argentine avec son slogan Afuera. À un moment donné, il faut tout enlever et on recommence et on essaie de faire bien. En fait, comment ne pas... Et c'est compliqué en fait de pas être d'accord aussi avec cette idée-là en se disant, à un moment donné, il faut faire évoluer ça parce qu'on stagne sinon. Oui, mais parce que toi, tu le lis comme, et moi je serais d'accord avec toi là-dessus, tu le lis comme une simple modalité d'optimisation d'un État existant. Eux, ils transfigurent l'État. Il n'a plus la même tête, il n'a plus la même fonction. C'est ça la différence. La différence, c'est l'intention. C'est pas et c'est là où ils sont très malins, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis dans le débat public l'idée de l'efficience, d'un État obèse, qui n'est plus fonctionnel. Et ça, déjà, est-ce que c'est vrai? Ça, moi, je trouve que c'est assez vrai. Ok. Oui. Mais même aux États-Unis, c'est-à-dire que moi, je me souviens bien avant Donald Trump ou même sous Biden, etc. Mais quand tu travaillais un peu sur les questions techno-militaires, les concurrences entre agences, les contrats qui allaient prendre, même au sein de la NASA, etc. C'était un calvaire, sérieusement. Donc l'idée est bien, mais l'idée n'était pas mauvaise. Que derrière, ils essaient de faire passer d'autres choses comme la surveillance généralisée. On a le même problème ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir à un moment donné rationaliser, mais rationaliser ne veut pas dire broyer. Ça n'est pas du tout la même chose. Ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que dégraisser, à l'époque on disait ça en France, dégraisser le mammouth, mais entre dégraisser parce que on a en effet une mauvaise gestion des deniers publics, parce que c'est notre argent à la fin, donc une mauvaise gestion, une gestion qui n'est pas optimale est une chose. Transformer et développer une nouvelle théorie de l'État qui n'est en fait où tu n'as plus d'humain, tu n'as plus que des lignes de code qui ne sont plus discutables, où tu ne sais plus ce qui t'arrive, où toutes tes données sont entre les mains de gens qui ont des idéologies qui sont parfois un peu dangereuses, sans limite maximaliste, c'est autre chose. Et la confusion, elle s'est faite là. C'est-à-dire que là, et d'ailleurs, Milei n'a pas exactement la même vision. Il y avait cette image de Musk avec la tronçonneuse. Il n'y a pas de big tech derrière Javier Milei. Il n'y a pas de big tech, et puis c'est pas du tout le même contexte économique. L'Argentine n'est pas du tout les États-Unis. Mais Milei est un vrai libertarien autoritaire, je crois, pur sucre. Là où les géants technologiques qui sont donc à la manette aujourd'hui... libertarien autoritaire, mais... Eh ben en fait, non. Bon, on va pas forcément aller sur le terrain de Milei, mais... Non, mais Thiel, par exemple, ou Musk, ce sont des libertariens autoritaires. C'est-à-dire que ils te vendent l'idée d'une efficience ou d'une liberté. Prenons la liberté d'expression, qui est aussi un autre exemple. La liberté d'expression, c'est de dire, c'est le premier amendement de la Constitution, et donc on est capable de dire tout ce qu'on veut. Mais très vite, c'est devenu dans la bouche de Elon Musk ou de Donald Trump. C'est la double contrainte psychologique de Bateson. Vous êtes libre à condition d'être d'accord avec moi. Et même aux États-Unis, ça c'est pas moi qui le dis, même aux États-Unis, tu as aujourd'hui une frange des républicains non MAGA, qui se sont révoltés contre ça au moment où ils ont viré Kimmel. Tu sais, Kimmel, l'anchorman d'un des late shows aux États-Unis après la mort de Kirk. Et donc, en fait, il s'est très vite fait virer. Donald Trump s'en est félicité. Bon, on oublie tous les mélanges de genres, etc. Et en fait, ils sont allés tellement loin dans le curseur et dans le balancier inverse de ce qu'ils promettaient, c'est-à-dire, en fait, faire de la censure, que même une partie des républicains ont dit que ça n'allait plus. Et donc, Kimmel n'a été réintégré, et il a été réintégré, pas par les démocrates, pas par les progressistes, mais par une frange aujourd'hui et une partie des républicains qui n'ont plus accepté que la Constitution soit à ce point manipulée et tordue, et notamment un des amendements sacrés aux États-Unis, qui est le premier amendement, le free speech. Et donc, c'est venu de leur propre camp, d'une certaine façon. Dans ton bouquin, tu dis, et là je vais te citer, « Nous avons basculé dans l'univers cyberpunk au moment exact où ces hyper-technologies ont cessé d'être des outils pour devenir l'environnement qui nous fabrique. » Là, tu parles notamment de Starlink et de plein d'outils qui sont même les réseaux sociaux, qui sont fondement même de ce qu'on est aujourd'hui et pour le temps qu'on passe. Mais est-ce qu'il y a... Moi, je me suis posé la question, et tu l'abordes pas forcément là, à ce moment-là, quand je cite ce passage. Est-ce qu'il n'y a pas du positif, en fait? Est-ce que Starlink, ça n'a pas permis aux Ukrainiens et à d'autres pays d'avoir accès à Internet et de pouvoir se libérer? Est-ce que les réseaux sociaux, ça n'a pas permis à des pays comme l'Indonésie, le Népal, de pouvoir se rebeller et de changer de gouvernement? Est-ce qu'en fait, finalement, il n'y a pas dans une ère cyberpunk, mais en fait dans une ère de positive, potentiel libératoire grâce à la technologie? Alors, j'aurais adoré. Moi, je suis pas du tout technophobe, sincèrement. Je pense réellement
D'ailleurs, on me critique assez là-dessus, mais je pense vraiment que le progrès technologique... D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'eux ne parlent jamais d'innovation, ils parlent de progrès, qui est vraiment en termes politiques. Mais le progrès technologique peut apporter un meilleur accès à la connaissance, à la liberté, à la revendication. Et il peut le faire aujourd'hui, à la science, etc. Donc, moi, j'ai pas du tout un problème avec la technique, moi. Hein. En revanche, et ça répond à ta question, j'ai un énorme problème avec la façon dont aujourd'hui ils sont gouvernés. C'est-à-dire la privatisation arbitraire. Ça, elle me gêne. Pourquoi elle me gêne ? Parce que moi, j'ai été biberonnée à l'idée de la démocratie et de la liberté. Et moi, d'où je parle, pour clarifier, je n'ai aucune case politique, en tout cas pas à la française. En revanche, j'ai une obsession qui est très claire, qui est les libertés et la liberté politique. Je veux pas qu'on me dise quoi penser, comment m'habiller, quoi manger, avec qui sortir, avec qui faire l'amour, quoi écrire. Je veux surtout... mais vraiment, c'est assez sacré chez moi, ça. Donc, je suis une libérale pur sucre, en réalité, d'un point de vue de la liberté politique. La liberté politique au sens des Lumières, qui sont nées où ? Il me semble, ici même, en France, par tous les philosophes qui ont constitué ce courant-là. Et c'est très intéressant de voir que Curtis Yarvin, Peter Thiel parlent, eux, des lumières sombres. En faisant référence aux lumières françaises. Dark Enlightenment. C'est exactement ça, le mot qu'ils utilisent. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui. Ah oui, pour les technologies d'aujourd'hui, c'est du Dark Enlightenment. Okay. Tous les gens, on parlait tout à l'heure de philosophie ou de pseudo-idéologie, ça. Eux, ils parlent des lumières sombres. Donc c'est intéressant. Ils se réfèrent donc à nous, sur notre modèle libéral. Et pardon, moi, j'en ai pas trouvé de meilleur dans le monde. Enfin, les dictatures, je sais pas si ça fait rêver. Bon, apparemment, c'est un retour de hype, mais il faudra m'expliquer exactement si on a compris exactement toutes les conséquences de ça. Les autoritarismes, les populismes, les démagos. Enfin, il y a rien qui m'enthousiasme beaucoup aujourd'hui dans l'offre politique mondiale. Non, la liberté, c'est pas mal, moi, je trouve. Mais les réseaux sociaux, les technologies qui donc, ont j'y reviens. L'intelligence artificielle, tout ça, c'est des choses qui nous émancipent aussi. On a accès à d'autres réseaux différents. Donc, par principe, elles devraient nous émanciper. Et par principe, c'était même leur promesse. Et moi, je viens d'une région du monde où nous avons eu quoi ? Les révolutions arabes. Où est-ce qu'on les avait structurées, nos révolutions ? Sur Facebook. Sur exactement. Donc, je suis très bien placée, sincèrement, pour le dire, etc. Le problème, c'est que l'époque a changé, que la gouvernance a changé et qu'aujourd'hui, les algorithmes sont extrêmement opaques, non pas dans leur construction technique, mais dans les visions du monde. Il y a eu beaucoup de files, notamment sur la gouvernance au sein de Meta et de Facebook, sur les Rohingyas, etc. Donc ça a aussi servi beaucoup à des génocides, à des massacres. Parce que ça va augmenter la visibilisation aujourd'hui de discours de haine. Vraiment, et ça, c'est documenté aujourd'hui. C'est tous les travaux ou toutes les auditions de Frances Haugen, de tous ces gens-là qui sont sortis de Meta en disant, mais en fait, attention, aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont lancées, notamment en France, au niveau de la Commission européenne, sur les potentielles bidouilles algorithmiques de Elon Musk dans son algorithme pour survisibiliser des contenus qui seraient haineux, racistes, antisémites. Donc, si sur le principe ce sont des outils potentiellement d'émancipation, ils peuvent aussi être un pharmacone, c'est-à-dire le poison de ça. Et donc, il n'y a jamais de réponse définitive ou unique à un instant T. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'elles ont le potentiel du pire ou du meilleur selon la façon dont on va les gouverner. Non pas les utiliser, mais les gouverner. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on va pas changer leur gouvernance aujourd'hui. On peut pas changer leur gouvernance. Alors, dans technopolitique, Biden avait commencé ou même des instances multilatérales, à essayer d'ouvrir un peu plus la boîte noire politique, c'est-à-dire la gouvernance. Et on aurait pu imaginer, il y avait eu même à un moment donné dans le cadre universitaire, beaucoup de recherches sur une nouvelle gouvernance de ces technos-là. Aujourd'hui, avec l'administration Trump, c'est évidemment exclu. Encore que Trump, aujourd'hui, met en place et pratique un capitalisme d'État. Quand il dit que Nvidia, quand elle va exporter des puces en Chine en échange desquels 15% du chiffre d'affaires et ou des bénéfices, je ne sais plus, reviendra à l'État américain. Ce n'est plus du tout du libéralisme et c'est même une forme d'ailleurs d'ingérence capitalistique. Donc c'est intéressant de voir que c'est Trump qui le fait, mais toujours à ses fins à lui et dans sa vision à lui. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ça dépend qui est on. C'est qui on ?
Je parle de l'Europe. Voilà, exactement. Notamment. Exactement. Donc, à quelle échelle on se place? Est-ce qu'on se place à échelle européenne? Est-ce qu'on se place à échelle nationale? Ou est-ce qu'on se place à échelle individuelle? Et en fonction de l'échelle dans laquelle on se place, il y a beaucoup de choses à faire sur chaque échelon. À échelle européenne, et d'ailleurs j'ai aussi un petit chapitre très critique de la façon dont l'Union européenne et la Commission aujourd'hui a complètement organisé, programmé son impuissance. C'est complètement dingue ce qui se passe aujourd'hui à cet échelon-là. Quand on parle des États-Unis aujourd'hui, et on a commencé par ça, on parle de Trump et Musk ou Peter Thiel. Ce sont des gens avec une vraie incarnation, avec un storytelling et une marque qui sont extrêmement forts. Et on sait de qui on parle. On aime ou on n'aime pas, mais on sait de quoi et de qui on parle. Quand on parle de Commission européenne, on parle de qui? On parle de quoi? C'est-à-dire de quelle vision, de quelle incarnation, de quel projet fédérateur? On va vers où? Ce qui était très intéressant dans l'alliance Trump-Musk, c'était le rétrofuturisme. Et je réponds à ça en creux, hein. Mais c'était le rétrofuturisme. C'est de dire, Trump va apporter la vision très la main sur l'épaule, Make America Great Again. Donc on va revenir au passé, celui qui est cocoon, les années 50, c'est la main sur l'épaule. On en pense qu'on veut, mais c'est comme ça qu'en fait, il va récupérer la peur et la colère. Le retour au passé, c'était mieux avant. Mais il ne va pas faire que ça. Et c'est là où c'est très malin. Il ne fait pas que ça. Il adjoint à ça, il ajoute à ça la vision futuriste, celle qui va projeter sa nation vers le futur. Et en fait, d'une certaine façon, c'est ce qu'aussi avait fait Kennedy en 1961, quand il va dire « We go to the moon », il avait besoin d'un projet fédérateur dans la guerre froide, au moment de la guerre froide. Et donc, comment est-ce que tu fédères une nation pour faire qu'elle avance comme d'un seul homme vers son propre avenir, vers son propre destin, son destin national? Et c'est là où Musk intervient avec les dimensions intergalactiques, futuristes, technologiques, etc. Donc en fait, c'est la fusion du rétrofuturisme qui est très intéressante, parce que tu rassures et tu projettes dans le même mouvement. Nous, on n'a ni l'un ni l'autre. Quelle est la vision de l'Europe? Où est-ce qu'on va? Qui on est? Et le problème de l'Europe, par ailleurs, c'est qu'elle n'est pas une nation. On est 27 nations, avec parfois des dissensions, des appréhensions de la question de la souveraineté, de la question de la démocratie, de la question de la liberté, qui peuvent être très différentes. Qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va émerger en figure européenne pour porter sa vision? Ah non, je crois pas, parce que en plus, je crois qu'il y a foule pour ceux qui vont émerger, mais ce qu'on peut faire, je crois qu'il y a tout un travail sur l'Europe. Ce qu'on a complètement oublié dans la construction européenne, c'est de faire émerger une vraie Europe des identités, c'est-à-dire l'Europe culturelle, l'Europe des idées, des leaders européens. Aujourd'hui, quand on voit, chacun reste leader dans son pays. On n'a pas de leader européen. On a ce qu'on a unifié, pour des questions historiques d'ailleurs, c'était les marchés. Mais c'est très important ce que je suis en train de dire. C'était les marchés, c'est-à-dire le marché européen. Mais on ne l'a pas fait sur le terrain des idées. Donc en fait, chaque pays restait dans son coin, avec un pseudo-moteur franco-allemand qui souvent d'ailleurs en ce moment déraille. Donc, or, moi je le vois avec mes étudiants, ça c'est très intéressant. Mes étudiants, moi j'ai des étudiants qui viennent du monde entier. Et donc j'ai beaucoup d'étudiants pan-européens, pas que français. Et donc quand tu demandes à un étudiant, ou à mes étudiants, quand je leur demande à un Français, à un Suédois, à un Italien, est-ce que vous vous sentez européen? Tous me disent oui. Il y a une identité européenne. Un Européen n'est pas un Américain, n'est pas un Australien et n'est pas Sud-Africain. Il est européen et il y a cette appartenance identitaire très forte, avec une mémoire commune très forte, très problématique, une histoire difficile, mais on a une mémoire commune. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas bâti une Europe politique autour de son identité, de sa mémoire, de son art, de ses artistes, de ses idées. On a construit le marché. Et aujourd'hui, on arrive aux limites de ça parce que nous sommes rentrés dans un monde post-libéral et que l'Europe n'a toujours pas fait son aggiornamento. C'est-à-dire que... Et qu'est-ce qu'elle a fait, du coup, ce faisant? Une Europe normative. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une incarnation. En fait, c'est rebâtir une autre Europe. Alors, qui l'a fait? J'en sais rien. Et d'ailleurs, la question que tu poses, ça supposerait que moi, j'ai une recette magique. Moi, je te donne la recette magique. Reconstruire une autre Europe, avoir une vraie vision industrielle, réindustrialiser, parce que c'est ça qui va derrière te donner une vision de quoi? Des emplois, de l'impact de l'IA sur ces emplois. Donc, comment est-ce que tu reconstruis ton contrat social? Comment tu reconstruis tes mécanismes de solidarité? Aujourd'hui, il n'y a pas le début d'un discours des hommes politiques là-dessus. Et dire la souveraineté et faire des sommets tous les 4 matins sur la souveraineté ne suffit pas. C'est-à-dire que la com politique aujourd'hui doit se traduire très vite en actes et ça suppose
de bosser, de travailler, et ça se fera, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, je ne sais pas, sur le temps long. Donc les impatients, les agités seront frustrés parce qu'on ne va pas réparer 40 ans de retard en 2-3 ans, ça n'existe arithmétiquement pas. Donc en revanche, il faut se mettre à travailler maintenant pour être un peu au niveau dans 30 ou 40 ans. Donc la question est, qui sommes-nous? Et qui voulons-nous être dans 20, 30 ans? Et qui aujourd'hui travaille à ça? Ça, c'est majeur. Effectivement, tu as parlé de l'échelle européenne, l'échelle nationale, et on n'a pas parlé de l'échelle individuelle. Et dans ton livre, justement, tu parles d'un petit manuel de survie. Et moi, ce qui m'a marqué, donc tu donnes un peu des passages, donc tu dis sur le langage, sur la distance qu'on doit faire. En fait, la leçon, j'ai l'impression qu'on en retient, c'est déjà cultiver son esprit critique face aux algorithmes et face aux techniques qu'on a en face de nous. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que tu donnes une liste de livres à lire. Ouais. J'aime bien en plus, c'est vraiment mes livres de oui, chevet. Oui, ah oui, non, c'est pas ceux que t'as écrits, mais c'est mes livres de chevet. Non, c'est pas George Orwell, c'est pas. C'est pas moi. Mais non, tu cites par exemple George Orwell 1984, Neuromancien que je connaissais pas de William Gibson, oui. Michel Foucault, Surveiller et punir. Hannah Arendt, le système totalitaire. Bref, il y a toute une liste comme ça et je trouve ça super bien. Parce que moi, et surtout, celui qui a été en tête des ventes sur Amazon en janvier 25, quand Trump arrive, c'est le manuel de sabotage de la CIA des années 40. Et c'est un truc de fou, mais il a surcartonné. Donc je le mets parce que ça m'a beaucoup étonné. Ça. Ouais. Ouais, non, donc, mais c'est ce que les Américains se sont mis à acheter. C'est le OSS sabotage, simple sabotage. Je croyais que c'était un livre de OSS 117 d'ailleurs. Quand j'ai vu OSS, je me suis dit pourquoi pas, c'est marrant de lire. Non, et ça cartonne sur Amazon, c'est un truc de fou. Et donc ça dit quelque chose de l'époque. En fait. C'est cultiver sa souveraineté intime, sa souveraineté intellectuelle, sa souveraineté intérieure, parce qu'en fait, nommer, comprendre, conscientiser, c'est reprendre du pouvoir, c'est réhabiliter le monde. Et ça, c'est en notre position à nous. On n'a pas besoin d'attendre que X ou Y nous le disent. Et je pense même que pour terminer cette interview, on va citer les mots de Stéphane Zweig. C'est qui sont les derniers mots d'ailleurs de ton livre. Oui, j'adore. On peut les citer. Que dans je le monde cite d'hier. aussi qu'en lecture. Oui, complètement, exactement. Il devint impossible d'échanger avec quiconque une parole raisonnable. Il ne restait dès lors qu'une chose à faire, se replier sur soi-même et se taire aussi longtemps que durerait la fièvre et le délire des autres. Et je me prépare à me taire. Tout à fait. Merci beaucoup à ce moment-là. Merci Antonin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, pensez bien à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. On vous sort une vidéo toutes les semaines. D'ailleurs, je vous rappelle que tous nos formats vidéo sont aussi disponibles sur nos plateformes de podcast. Donc si vous préférez écouter nos formats plutôt que de les voir ici sur YouTube, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut.